Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec l'attaque d'une base militaire en Inde. Les autorités ont annoncé que l'attaque de la base aérienne indienne située près de la frontière avec le Pakistan avait fait au moins 10 morts. Le Premier ministre Narendra Modi a prononcé un discours pour dénoncer un acte de barbarie. On l'écoute. Aujourd'hui à Pathankot, des ennemis de l'humanité qui ne tolèrent pas le progrès en Inde ont tenté de s'en prendre à une base aérienne vitale pour les défenses de l'Inde. Samedi, les troupes indiennes de la base aérienne de Pathankot, située dans l'état du Pendjab, ont été attaquées par des militants armés. 6 membres des forces de sécurité indiennes ont perdu la vie et les corps de 4 militants ont été retrouvés. Les assaillants déguisés en soldats sont parvenus à s'introduire dans la base aérienne à haute sécurité à l'aube. Les soldats indiens se sont battus pendant plus de 15 heures avant de regagner le contrôle de la base. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée. Elle intervient une semaine après que Narendra Modi se soit rendu à Lahore afin de rencontrer son homologue pakistanais Nawaz Sharif et d'entamer des négociations de paix. Au Moyen-Orient, les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran se sont fortement crispées après l'exécution d'un important leader religieux chiite et de plusieurs dizaines de membres d'Al-Qaïda. Les exécutions de samedi ont ravivé les craintes de violences sectaires à travers toute la région. Plusieurs dizaines de musulmans chiites ont défilé à travers un district de la province orientale de l'Arabie saoudite afin de protester contre l'exécution du leader religieux Nimr al-Nimr. La plupart des 47 personnes exécutées étaient des sunnites condamnés pour avoir participé il y a une dizaine d'années à des attaques d'Al-Qaïda en Arabie saoudite. 4 des condamnés, dont Nimr al-Nimr, étaient des chiites accusés d'avoir tiré contre des policiers. Les exécutions se sont déroulées dans 12 villes saoudiennes. 4 centres pénitentiaires ont eu recours à un peloton d'exécution et le reste ont utilisé la décapitation. Depuis l'établissement de ce tribunal spécialisé dans la lutte antiterroriste, 2225 affaires de terrorisme ont été jugées pour un nombre de suspects totalisant les 6122 personnes. Les forces de sécurité dans le royaume n'hésiteront jamais à poursuivre tous ceux qui ont commis de tels actes terroristes ou même ceux qui ont rejoint ces groupes ou qui les soutiennent de quelque manière que ce soit. Leur sort sera de faire face à la justice. Au Moyen-Orient toujours, les affres de la guerre ont poussé de nombreux civils irakiens à fuir de chez eux pour trouver refuge ailleurs. Nous nous sommes rendus dans un camp de réfugiés près de Ramadi pour constater les difficiles conditions de vie de familles entières. Voici un camp de réfugiés situé à une vingtaine de kilomètres environ au sud de Ramadi. Les autorités provinciales l'ont préparé avant même le début de la bataille pour reprendre la ville des griffes du groupe État islamique. Ce camp a été établi pour les réfugiés en provenance de Ramadi. Nous l'avions prévu avant de lancer l'opération militaire pour reprendre la ville. Environ 58 familles ont fui après le début des combats pour un total de 400 personnes. La plupart des réfugiés présents sont des femmes et des enfants. Ils n'ont plus rien après avoir été forcés de quitter leur foyer. Ils doivent à présent affronter les rigueurs de l'hiver à l'abri dans de simples tentes. Nous avons dû recouvrir les tentes avec des toiles. L'hiver est assez froid ici. Nous devons trouver davantage de matériaux et nous préparer à venir en aide à davantage de personnes en provenance de la province d'Anbar. Depuis le début de l'opération militaire, des milliers de familles ont fui leur habitation. Mais il est devenu plus difficile pour le gouvernement irakien de soutenir les réfugiés, alors que le prix de la principale source de revenus du pays, le pétrole, a chuté drastiquement et que les dépenses militaires sont restées élevées. Le gouvernement ne peut que proposer une aide basique comme des tentes, de quoi dormir, des vêtements et de la nourriture. Le principal problème ici est l'électricité. Il fait extrêmement froid maintenant. Vous avez peut-être vu cela, nous avons offert des cuisinières au pétrole à chaque famille. Mais nous sommes à court de carburant. Le gouvernement central fournit une quantité de pétrole très limitée, seulement suffisante pour répondre à 40% de l'ensemble de nos besoins. La bonne nouvelle est que les forces gouvernementales ont repris la plus grande partie de Ramadi. De nombreux réfugiés espèrent à présent pouvoir rentrer dans leur foyer, ou plutôt ce qu'il reste de leur foyer.
Retour en Asie où les médias sud-coréens ont condamné les propos de l'épouse du Premier ministre japonais après que celle-ci a déclaré s'être une nouvelle fois rendue au sanctuaire militaire de Yasukuni à Tokyo. Madame Akie Abe a posté des photos du site sur sa page Facebook le jour même où le Japon et la Corée du Sud ont conclu un accord historique sur l'épineuse question des femmes de réconfort pendant la guerre. L'épouse du Premier ministre Abe a écrit « Ma visite ultime en 2015 », remarquant que cette année-là marquait le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le sanctuaire honore les millions de soldats morts du pays, dont un certain nombre de criminels de guerre de classe A. Le président des États-Unis, Barack Obama, a fait de la lutte contre la violence par arme à feu sa principale résolution pour 2016. Lors de son discours à l'occasion du Nouvel An, le dirigeant américain a déclaré qu'il s'agissait d'un travail crucial pour son administration. Alors qu'il entame le début de sa dernière année en tant que président, Barack Obama a exprimé des regrets pour le peu de progrès réalisés au cours des 7 dernières années pour remédier à l'épidémie des violences par arme à feu. Il a estimé que plus de 30 000 décès étaient dus à des armes à feu chaque année aux États-Unis et que pour plus de la moitié d'entre eux, il s'agissait de suicides. Mais étant donné la très faible possibilité de trouver un terrain d'entente avec le Congrès sur cette question, Barack Obama devrait avoir recours à ses pouvoirs exécutifs qui lui permettraient d'imposer certaines nouvelles mesures anti-armes. Le président américain rencontrera lundi le procureur général des États-Unis, Mme Loretta Lynch, afin de discuter des options envisageables pour réduire le nombre de morts et de blessés par arme à feu. À travers l'ensemble des États-Unis, les survivants des violences par armes ou ceux qui ont perdu un enfant, un parent, un époux ou une épouse à cause des armes sont obligés de commémorer de telles tragédies chaque jour. Et pourtant, le Congrès n'a toujours rien fait pour empêcher que ce qui leur est arrivé ne se produise pour d'autres familles. Il y a quelques mois de cela, j'ai demandé à mon équipe à la Maison-Blanche de réfléchir à quelles nouvelles actions je pouvais prendre pour aider à réduire la violence par arme à feu. Et lundi, je rencontrerai notre procureur général Loretta Lynch afin de discuter de nos options. Pendant de nombreuses années, on disait que l'Argentine, qu'elle était l'un des greniers à blé du monde. À présent, le pays veut devenir une sorte de supermarché mondial. De nouvelles politiques introduites en décembre 2015 visent à stimuler les exportations, alors que le secteur agricole devrait connaître une année record en 2016. Le troisième plus grand exportateur de soja s'attend à une rentrée d'argent exceptionnelle l'an prochain, provenant de ses cultures commerciales ainsi que du secteur agricole. Lors de l'une de ses premières annonces en tant que président argentin, Mauricio Macri a réduit les taxes à l'exportation sur le soja de 5%. Toutes les taxes à l'exportation sur le blé, le maïs et le bœuf ont aussi été retirées. Après plusieurs années de relations conflictuelles avec le gouvernement, le secteur est prêt à engranger des profits. En ce qui concerne nos attentes, c'est à présent une question de notre capacité à être imaginatif. C'est une économie libre dans laquelle nous pouvons vendre et acheter lorsque nous voulons. Les producteurs ont accumulé des céréales jusqu'après les récentes élections, attendant une réduction des prix à l'exportation ainsi que le retrait des contrôles de devises, ce qui a en retour causé une importante dévaluation de la monnaie locale. L'agence des impôts, la FIP, estime que la valeur des céréales stockées dans des sacs comme ceux-ci est de plus de 11 milliards de dollars. Ces changements de politique sont un signal du gouvernement qu'il s'attend à ce que les exportations des produits agricoles stimulent l'économie du pays. Le mot d'ordre dans ce secteur est qu'il ne doit plus être le grenier du monde, mais son supermarché, alors qu'il vise à augmenter sa production. De récents rapports publiés par le secteur agricole suggèrent qu'avec le vent dans les voiles, avec des politiques qui l'encouragent, l'Argentine peut produire de la nourriture pour 680 millions de personnes. Et c'est là que se trouve le défi. Capitaliser sur les récoltes que la Chine, en tant que premier acheteur, veut acquérir, et dans le même temps créer des emplois et de la richesse à tous les niveaux. La Chine veut acheter des matières premières pour les transformer là-bas. Nous voulons vendre plus de produits à valeur ajoutée. Il s'agit de négocier et d'atteindre un accord. Les paysans argentins disent que cela demandera du temps pour qu'ils se remettent des politiques tarifaires passées qui ont eu des effets négatifs sur la production. Mais ils espèrent regagner du terrain à l'exportation du bœuf et des céréales, tout en anticipant une année record en 2016.
Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec de la politique. Les candidats à la prochaine élection présidentielle à Taïwan se sont affrontés lors de leur dernier débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, James Soong du Parti du Peuple en premier et Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique participaient samedi à un débat enflammé sur leurs politiques économiques et sociales respectives. Le débat a commencé par des salutations, puis s'est déployé avec des arguments au tac au tac. Les candidats se sont opposés l'un à l'autre sur leurs projets politiques concernant un certain nombre de questions, dont les relations transdétroits, la restructuration économique, la sécurité alimentaire et la réforme des retraites. Eric Chu a dit qu'il mettrait en place des mesures pragmatiques afin de s'occuper du ralentissement économique. Il a aussi demandé à Tsai Ing-wen d'expliquer plus clairement sa politique économique, puis il a déclenché l'offensive en disant que les prochaines élections seraient un choix entre la stabilité et la témérité. Taïwan ne peut pas se permettre de choisir la mauvaise personne, parce que cela mènera à des relations transdétroits instables. Il nous faut choisir la bonne personne, une personne qui travaille de bas en haut et qui a la volonté d'agir, une personne qui assume la responsabilité de ses politiques. En réponse, la candidate du Parti progressiste démocratique Tsai Ing-wen a dessiné les contours de sa politique vis-à-vis de la partie continentale de la Chine lorsque son parti reviendra aux affaires. Elle a dit que le Parti progressiste démocratique accueillera les investissements depuis la partie continentale de la Chine, mais qu'elle comprend aussi l'importance de protéger les intérêts des entreprises taïwanaises. Dans le même temps, elle a réfuté les affirmations du Kuomintang selon lesquelles accroître le revenu de base va procurer de la croissance économique. Vous avez dit qu'accroître le revenu de base pourrait aider à stimuler l'économie. Mais si cela réussit, je parie que vous remporterez le prochain prix Nobel d'économie. Pendant ce temps, James Soong a adopté une attitude neutre dans le débat. Il a dit que le KMT et le DPP devraient cesser de se chamailler l'un avec l'autre. Laissons derrière nous l'inimitié passée et cessez de vous quereller l'un avec l'autre. Nous allons nous concentrer sur l'institution actuelle et essayer de regagner la confiance du peuple dans la politique démocratique. C'était le deuxième et dernier débat télévisé avant l'élection présidentielle du 16 janvier. Mais les trois candidats auront une autre occasion de s'affronter lorsqu'ils se rencontreront vendredi lors d'une autre réunion pour exposer leur politique. Environnement maintenant. Les Chinois sont de plus en plus conscients de la pollution de l'air et du danger qu'elle représente. Un citoyen ordinaire de Beijing l'a photographié tous les jours pendant 3 ans. Tous les matins, le premier geste de Zoe est de prendre une photo depuis sa fenêtre. C'est le cas depuis 3 ans. La compilation de ces clichés quotidiens forme aujourd'hui un calendrier photographique qui retrace la qualité de l'air de Beijing. Lorsque j'ai réuni les clichés du premier mois, j'ai été choqué. Et lorsque le deuxième mois s'y est ajouté, j'ai commencé à croire que cela pouvait devenir un projet significatif. La publication de son calendrier en ligne a attiré l'attention des internautes sur le problème de la pollution de l'air. Elle lui a valu beaucoup de commentaires de soutien. Il a depuis été contacté par des chercheurs qui considèrent que ces photos pourraient constituer des données intéressantes pour évaluer la qualité de l'air. Comme de nombreuses personnes, je me suis beaucoup plaint de la qualité de l'air. Mais dans un deuxième temps, je me suis demandé ce que je pouvais y faire. Le smog résulte de nos activités. Les individus y participent et ont trouvé un consensus à ce sujet. C'est là le sens de mes efforts. Zoe prépare à présent son calendrier pour 2015. Il a transformé son site web en une communauté d'enthousiastes du contrôle de la qualité de l'air. Il est aujourd'hui impliqué dans de nombreuses activités de protection environnementale. Et nous terminons ce journal avec un sujet culturel. Tout au long de l'année 2015, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine. Première étape, Yanbian, préfecture autonome coréenne située dans la province du Jilin. Très fiers de leurs racines et de leur culture, les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leurs instruments de musique et leurs danses. À tout âge de la vie, les membres de la minorité coréenne puisent leur énergie et leur jeunesse d'âme dans le pouvoir de la musique traditionnelle, dont les rythmes sont relativement simples mais dont les racines remontent aux temps les plus reculés, à l'époque où étaient pratiqués de nombreux rites chamaniques destinés à chasser les esprits malins et attirer les faveurs de Dieu.
La légende raconte que le gayagum a été inventé au VIe siècle de notre ère par le roi Gachil. Le monarque se serait inspiré d'une cithare utilisée par des moines bouddhistes chinois venus évangéliser la péninsule coréenne. C'est une musique très rythmée, vous voyez, il faut utiliser ses doigts très rapidement. Dans cette école de Longjing, les fillettes apprennent à jouer du gayagum dès l'âge de 7 ans. On me suit. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 은경이라고 합니다. 是谁教你?我妈妈从小就教我练的。哦，你在家跟你妈妈学是吧？是的。你下课以后，我们可以一起去你的家，你妈妈和你可以教我。还有。 哦，这个还行，我来试一下，好吗？啊，还简单这个。Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est très facile et c'est enfantin puisque c'est exactement comme en Occident. Donc même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Changement de décor à Wangqing où un groupe de retraités interprète une danse agricole narrant une petite histoire humoristique. Ici, il s'agit d'un homme frivole et de femmes jalouses. L'homme finit ridiculisé et moqué par tous pour son comportement indécent. Eh ben, c'est pas toujours pour les danses coréennes, hein. Ces personnes derrière moi ont tous plus de 50 ans et ils sont bien plus en forme que moi. Les danses traditionnelles de ce type, que l'on appelle kumul en coréen, ont des origines très anciennes et sont liées à des rites agricoles immémoriaux. Elles sont transmises de génération en génération et se jouent très souvent en plein air. Auparavant, seuls les hommes avaient le privilège de pratiquer la danse du ruban fixée à leur chapeau et qui met les cervicales à rude épreuve. Mais cette tendance a fini par se démocratiser et à s'appliquer également aux femmes. Krunchun est un village au climat rude, balayé par des vents glaciaux en hiver. Mais ses habitants estiment que le pouvoir de la musique leur réchauffe le corps et l'esprit dans les heures les plus froides. Le janggu, littéralement tambour à bâton, deuxième instrument le plus important en Corée, est devenu depuis un symbole du pays. La musique chez l'ethnie coréenne, vous avez vu, c'est de 7 à 77 ans. Les petites filles apprennent à jouer du piano à cordes. Chez les plus âgés, on peut aussi s'amuser, danser, chanter, jouer de l'accordéon. Donc en fait, la musique, c'est vrai, ça n'a pas d'âge. Et l'heure est venue de nous quitter. Merci de votre attention et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur CCTV français.